Bonjour et bienvenue sur ma petite fabrique à histoire. Aujourd'hui, les fêtes approchant, j'ai envie de vous proposer un tout nouveau genre, un peu de feel good sur le thème de Noël. En plus du thème de Noël, nous aurons comme autre contrainte d'écriture un personnage principal qui sera une femme maladroite, une incapacité à accepter le bonheur pour un personnage, un vieil homme très riche en personnage secondaire, et pour le lieu, cela se passera dans une maison de retraite. Je vous propose donc la lecture de ma nouvelle histoire, L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, c'est moi. Bon, je vous le concède, on aurait pu trouver une image un peu plus flatteuse. Mais en même temps, c'est moi, dans toute ma splendeur, gaffeuse, maladroite, toujours plongée dans des histoires pas possibles. Mais je vous rassure, j'ai aussi plein de qualités. D'après ma mère, je suis quelqu'un de solaire, d'hyper sociable. J'aime rire, j'aime aider, rendre service, faire la fête. Bref, tout le monde aime ma compagnie. À se demander pourquoi le dernier mec qui a dormi chez moi ne me rappelle pas. En tout cas, je plais aux résidents de la maison de retraite où je travaille. Et pourtant, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas commodes pour la plupart. C'est que je ne travaille pas dans n'importe quelle maison de retraite. Je suis dans le haut de gamme, si vous voyez ce que je veux dire. Tous mes résidents sont des personnes riches. Elles pourraient vivre chez elles, entourées d'une armada de médecins, d'infirmiers et d'aides-soignants, mais elles ont préféré venir vivre avec nous, finir leurs vieux jours, entourées de vieux amis. Enfin, ça c'est la version officielle pour beaucoup, parce que la vérité, c'est que la plupart ne s'entendent plus avec leur famille, certains sont insupportables, et d'autres n'ont juste pas envie d'être un boulet chez eux. Et comme ils ont beaucoup d'argent, eh bien ils ont atterri dans cette résidence de luxe où chacun possède une suite et où on les chouchoute aux petits oignons. C'est pas facile tous les jours. Certains sont hautains, aigris, d'autres sont seuls, se sentent tristes. Mais par contre, tous sont bien conscients de leur importance. On croirait parfois être à la cour de Louis XIV. Cependant, aucun n'oserait être odieux avec moi. Je vous l'ai dit, tout le monde m'adore. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est sans doute grâce à l'esprit de Noël qui envahit le lieu. Il faut dire qu'on a mis le paquet avec les collègues. On a étiré des guirlandes lumineuses absolument partout, en extérieur comme en intérieur. On a dressé des sapins de Noël dans chaque suite, dans le réfectoire, dans le hall, dans le salon commun, dans la bibliothèque, dans la salle de sport. Bon, on l'appelle la salle de sport, mais en fait c'est la salle du kiné. Et les résidents aiment bien qu'on l'appelle salle de sport, donc. Et même dans un coin de la piscine intérieure. Vous verriez, c'est grandiose. On veille à ce que toutes les cheminées soient allumées. Et on pousse même le vice en diffusant des musiques de Noël. Bon, je suis pas sûre que tout le monde les entende. Mais en vrai, ça fait son petit effet. Et n'empêche, ils sont contents, nos petits résidents. Et nous aussi, même si on doit passer le réveillon de Noël ici. Bon, perso, j'ai personne qui m'attend à la maison. Même pas un chien ou un chat. Alors je préfère largement passer Noël ici et fêter le nouvel an avec mes copines. Ah, ma petite Hélène, vous êtes magnifique en Mère Noël. En vrai, je m'appelle pas Hélène, je m'appelle Gladys. Mais la comtesse des Fresnes n'a pas la mémoire des noms, ni des prénoms, ni des lieux, ni de plus rien du tout depuis quelques années maintenant. Mais bon, tout le monde fait comme si de rien n'était, parce qu'elle est adorable, toujours de bonne humeur, partante pour tout, et comme elle est persuadée de vivre dans un hôtel, eh bien elle adore nous donner des pourboires. Alors dans l'équipe, on l'accepte tous de bonne grâce d'être nommé à chaque rencontre au gré des couloirs de la résidence. Merci beaucoup, Madame la Comtesse. Vous êtes terriblement élégante aujourd'hui. Comme chaque jour, à croire que l'élégance, ça ne s'oublie pas. Elle hausse une épaule, coquette, avant de saluer Monsieur le Duc qui arrive à grands pas. Gladys, enfin, je vous cherche en vain depuis ce matin. Il est 7h30 et j'entame à peine ma journée. Monsieur le Duc n'est pas un mauvais bougre, je peux presque dire que je l'aime bien. Mais il a la fâcheuse habitude de se lever tous les matins à 4h et d'attendre, dès lors, un service impeccable. Comme la comtesse Dufresne, la plupart des résidents, malgré une mémoire parfaite et des capacités cérébrales tout à fait acceptables, semblent persuadés de vivre dans un hôtel 5 étoiles. Et beaucoup me prennent pour leur concierge personnel. Monsieur le Duc, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci. Il se tient toujours très droit et parle d'une voix sèche avec les lèvres pincées. Jamais mal poli, mais ses phrases sont généralement courtes.
direct et énoncé avec l'assurance de quelqu'un qui a toujours ce qu'il désire. Avez-vous posté ma lettre? Je tic. J'espère qu'il ne s'en rend pas compte. Oui, je l'ai posté avant-hier. C'est extrêmement important. J'aimerais une réponse avant Noël. Avant Noël? Bon, en vrai, j'ai totalement oublié sa lettre après l'avoir glissée dans mon sac à main avant-hier. De toute façon, qui écrit des lettres aujourd'hui? Il y a un téléphone, une tablette et même un ordinateur mis à disposition de chaque résident dans sa suite. Il ne peut pas vivre avec son temps, papy? Je fais ma maline là, mais en vrai, je ressens une petite pointe de culpabilité. Je regarde le duc qui repart de son pas guindé et je m'apprête à faire une bêtise. Je sens au fond de moi que c'est une très mauvaise idée, mais malgré tout, je fonce, comme à chaque fois. Je rejoins rapidement mon vestiaire. Je sais que j'ai encore un bon quart d'heure devant moi avant d'aider Madame Dupérin de la Seine à prendre son bain. Je retire l'enveloppe de mon sac à main. Ah, et je lui lance un regard désolé. Elle est maladroitement pliée en deux, toute tachée et toute collante, parce que j'ai eu la richissime idée de transporter un sachet de carambar et de poser mon sac près du radiateur. Bref, le vieux duc serait ulcéré en voyant ça. Je regarde le nom du destinataire et l'adresse griffonnée. Je pourrais ouvrir l'enveloppe, placer la lettre dans une nouvelle toute propre et la lui porter demain. Bon, le monsieur vit dans un manoir, s'il vous plaît. Un manoir à plusieurs kilomètres de la ville où je vis. Ah, et mince, je suis pas assez payée pour ça. Peut-être que la poste a eu du retard, qui sait. Après tout, il doit y avoir beaucoup de travail en période de fête. Le duc aura sa réponse après Noël. Peut bien attendre un peu, non? Je refourgue l'enveloppe dans le sac et pars rejoindre Madame Dupérin de la Seine, pas fière de moi. « Ah, j'adore quand c'est vous !» s'exclame-t-elle en me faisant entrer dans sa suite. « Ne le dites pas aux autres, mais c'est vous ma préférée. Vous êtes tellement bienveillante avec chacun d'entre nous. » Je suis sûre qu'elle le dit à tout le monde, mais elle me regarde avec des yeux tellement brillants et une joie tellement crédible que mon taux de culpabilité monte encore d'un cran. Je peux quand même pas être la méchante le jour du réveillon de Noël. C'est décidé. Je vais téléphoner au destinataire de la lettre du duc et je vais faire tout mon possible pour qu'il ait sa réponse avant demain. Dès que ma pause arrive, je me jette sur l'enveloppe et mon téléphone. Une recherche internet m'apprend que le monsieur, un certain Nicolas de Madière, est le petit-fils du duc. Et bien évidemment, je ne trouve pas son numéro. Peut-être est-il sur la liste des personnes à contacter. Ni une ni deux, je vais retrouver ma copine Sarah à la réception. Elle a l'air de s'ennuyer à 1000 € de l'heure. « Coucou Sarah, j'ai besoin d'un service. » Elle me regarde de travers, soupçonneuse. Je lui explique rapidement la situation. « Je suis pas censée te refiler des numéros comme ça. Imagine le gaz plein à la direction. »« S'il te plaît. » Et voilà, mon sort est scellé. Sarah ne peut rien me refuser. Et je me retrouve toute seule dans le garde-manger, le doigt tremblant en train de taper le numéro. Ça sonne 2 fois avant qu'une voix masculine sèche me réponde. « Bonjour !» Ma voix chevrotte un peu, je me sens vraiment pas à l'aise. « Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Gladys, je travaille à la résidence Manu Deis. »« Comment se fait-il que vous n'appeliez pas mon assistante ?» me coupe-t-il. « J'avais bien spécifié que c'est elle votre contact en cas d'urgence. » Waouh, là je me sens carrément nauséeuse. Pardonnez-moi, je me suis permise de vous appeler directement pour vous parler de... Il y a un problème? Qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur aime bien couper la parole. Je bafouille. Rien, enfin, il vous a écrit une lettre et il tenait absolument à ce que vous la lisiez avant Noël. Il espérait même avoir une réponse rapidement. Un long silence me répond, encore plus stressant que lorsqu'il me coupait la parole et me parlait sèchement. Je n'entends même pas sa respiration. Je commence à m'inquiéter. « Monsieur, vous allez bien ?» Évidemment. Sa réponse me cingle. Je me sens vraiment idiote tout à coup. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi maintenant? Que je vienne jusqu'à la résidence sous la neige pour lire sa lettre? Sa voix est toujours aussi sèche. Mais quelque chose a changé. J'ai l'impression qu'il est dans l'attente, qu'il a vraiment envie de lire cette fameuse lettre. Je m'enhardis. Si vous préférez, je peux vous la prendre en photo et vous l'envoyer. Je vous promets de ne pas la lire. À nouveau, je me sens idiote, alors qu'un nouveau long silence me répond. Vous croyez que ça en vaut la peine? Il me prend au dépourvu. Je bafouille. Bien sûr, c'est votre grand-père et c'est Noël.
Il souffle. Je sens sa contrariété qui enfle. Comment est-ce qu'il était quand il vous a donné la lettre? Eh bien, pressé, très pressé. Et il a répété plusieurs fois que c'était extrêmement important pour lui et qu'il espérait une réponse à Noël. Nouveau silence. Je sautille d'un pied sur l'autre. Je peux être à la résidence en fin d'après-midi. Vous pouvez me remettre cette lettre à l'abri des regards? Je pense à l'enveloppe pliée et tachée et une chaleur asphyxiante remonte jusqu'à mes joues. Je suis en panique totale. Je tâche cependant de contrôler ma voix et d'avoir l'air assuré. Bien sûr, aucun problème. Merci. Il a raccroché. Mais dans ce simple petit merci, j'ai entendu tellement d'espoir que ça m'a bouleversée. J'essaie de fourrer mon téléphone dans la poche de mon pantalon avant de me rappeler qu'aujourd'hui, je suis habillée en Mère Noël. L'idée du siècle. Les résidents trouvent ça mignon. Mais je suis à peu près sûre que le petit-fils du duc va me trouver complètement ridicule. J'ai même pas pris de rechange. En fronçant les sourcils, je glisse l'appareil dans la grande poche de ma robe. Pendant que je masse Monsieur Lesser, je réfléchis à toute vitesse. Monsieur le duc a une écriture serrée mais lisible. Je pense être en mesure de la reproduire sur l'enveloppe. Je dirai à son petit-fils de se garer dans le parking des employés à l'arrière. Il ne faut surtout pas que Monsieur le duc le voie ici. S'il s'aperçoit que je lui ai menti, je vole un lot d'enveloppes et un stylo à la réception. Et j'emporte le tout dans la chambre de la comtesse d'Efresnes, avec un joli plateau en argent. Madame la comtesse adore prendre santé dans ce qu'elle appelle son boudoir. Un joli petit salon de sa suite. Pas trop de lait, s'il vous plaît, ma chère Imelda. J'ai toujours l'impression de jouer à la dinette avec elle. Elle assiste à chaque fois pour que je me serve aussi du thé dans ces magnifiques tasses de faïence anciennes, qui doivent coûter une fortune. Et d'habitude, je l'écoute raconter ses histoires de jeunesse, seule rescapée de sa mémoire défaillante. En m'émerveillant devant le sucrier, les petites cuillères en argent, ou les milliardises qu'elle partage de bon cœur. Pas aujourd'hui. Je l'écoute, bien sûr. Je hoche la tête quand il le faut, pose les questions au bon moment, ris bien souvent, bois mon thé en levant bien mon petit doigt. Mais je m'attelle en même temps à ma tâche. Je m'entraîne sur une enveloppe et je suis rapidement assez contente du résultat. Je demande son avis à Madame la Comtesse. Oh, je ne risque rien, elle aura tout oublié dans moins d'une heure. Elle observe d'un œil critique et la sentence tombe. Ma chère Imelda, vous feriez un excellent faussaire. Je l'avoue, je suis pas peu fière de moi. Je recopie donc l'adresse de l'expéditeur sur la nouvelle enveloppe toute blanche, puis celle du duc, puis j'ouvre l'ancienne enveloppe. Il n'y a qu'une seule feuille. Dès les premiers mots, je sens tout l'air s'extraire de mes poumons en une fraction de seconde. Je ne devrais pas, et je lis la suite. Je dévore chaque mot jusqu'à la fin. Je dois être vraiment pâle parce que Madame la Comtesse s'alarme. Je la rassure comme je peux, tremblante de la tête aux pieds. Je consulte ma montre. Il est déjà 16h30. Un coup d'œil à la fenêtre m'informe que la neige tombe de rue. Avec un peu de chance, le petit-fils du duc n'arrivera pas à la résidence aujourd'hui, qui sait? Je suis un peu sonnée lorsque je sors de la suite de Madame la Comtesse. Et je sursaute littéralement en entendant mon téléphone sonner. Bien évidemment, c'est lui. J'ai l'enveloppe toute propre, toute blanche dans la main, et je suis terrifiée à l'idée de la lui donner. Je réponds tout de même, fébrile. J'arrive dans 5 minutes. Ben oui, bien sûr. Ça m'apprendra à vouloir jouer les bons samaritains. J'ai la bouche pâteuse. Garez-vous dans le parking du personnel, s'il vous plaît. Monsieur le duc ne vous verra jamais là-bas. Il a déjà raccroché, sans un mot de plus. Je me retrouve à courir dans les couloirs. C'est que le parking est drôlement loin. Il sera arrivé bien avant moi. Je sors en tremble, en ne prenant même pas la peine d'enfiler mon manteau. Il fait super froid. J'ai l'impression que la sueur sur mon front gèle. Mais je le vois. Il est là, au volant d'une Lamborghini garée sagement au milieu des magnifiques carrosses des employés. Et j'ai jamais été honteuse de ce que je suis, hein. Je n'ai jamais rien volé à personne, je suis indépendante et forte. Mais là, j'ai un peu l'impression d'être une bof face à un waouh. Le rouge me monte aux joues et je me dis qu'il faut à tout prix abréger ce moment. Il ressemble un peu au duc, en plus jeune et en plus beau. Je l'observe extraire sa grande silhouette de sa voiture de luxe. Malgré son visage renfrogné, son regard est clair. Il est loin de s'imaginer la bombe que son grand-père lui a concoctée. Oh, et s'il espérait une lettre de réconciliation? En quelques enjambées, il est près de moi. Gêné, je le vois détailler mon costume de Mère Noël bon marché. Je tire sur le bas de ma robe, un peu courte. J'espère qu'il ne me prend pas pour une croqueuse de diamants. Je suis consciente de chacune de ses pensées.
Elle se reflète clairement sur son visage. Mais je remonte fièrement le menton et j'ose le regarder dans les yeux. C'est vraiment adorable de votre part d'être venu jusqu'ici. Il tique au moment où je dis adorable. Je vois ses paupières se plisser plusieurs fois d'affilée. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui me prend d'employer ce genre de familiarité? Peut-être est-ce parce que j'ai un peu pitié de lui? Quelle idiote! Je poursuis. Voilà l'enveloppe. Je vous conseille de rentrer rapidement chez vous et de la lire là-bas. Vous risqueriez d'être bloqué en chemin avec toute cette neige et... Il me prend l'enveloppe des mains et me remercie brièvement. Joyeux Noël! Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Le pauvre bougre va clairement pas passer un joyeux Noël après avoir lu cette missive. Il me regarde de biais, comme s'il me scannait, puis lance. Merci, vous aussi. Culpabilité. Rebonjour! Mais pourquoi j'ai appelé ce gars? J'aurais dû brûler cette fichue enveloppe et dire au Dick que la poste l'avait peut-être perdue. Alors que j'entre à nouveau dans la résidence, je vois le petit-fils du duc assis au volant de sa voiture, penché sur sa lettre. Oh non, 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 il va la lire maintenant. Je m'éloigne vivement. Je ne veux pas voir son visage lorsqu'il va lire les premières phrases qu'a écrites son grand-père. Celle où il lui dit qu'il regrette d'avoir mis au monde son père et que ce dernier est élevé un parfait incompétent. Mais je ne veux surtout pas être spectatrice du moment où il prendra connaissance de l'horrible idée de son grand-père, de mettre en place un concours pour désigner son héritier légitime, celui qui aura les compétences et l'intelligence de poursuivre son œuvre. Il a appelé ça la quête de l'héritier. C'est complètement ridicule, son petit-fils va encore plus le détester. Oh, et puis après tout ça c'est des histoires de riches, ça ne me concerne pas. Il est déjà 17h, mes collègues sont en train de préparer le réfectoire. Je me hâte de les aider, même si le cœur n'y est pas. Dans un coin de la salle, un pianiste et une chanteuse installent leurs accessoires. D'habitude, j'adore ce moment. Mais là, un bruit de voix enflammée rugit dans le hall. Une voix d'homme, et je suis à peu près sûre qu'elle appartient à un certain Nicolas de Madière. Je me précipite vers la réception et le retrouve aux prises avec Sarah, qui me lance aussitôt un regard noir. Au prix que cet endroit me coûte, j'exige de voir mon grand-père immédiatement. Monsieur, vous m'avez l'air passablement en colère. En colère? Il rit nerveusement avant de me voir arriver. Vous, conduisez-moi à lui tout de suite. Je suis blême. D'accord, mais pourriez-vous baisser d'un ton, s'il vous plaît? Vous risqueriez d'effrayer nos résidents. Effrayer vos résidents? Il rit à nouveau, nerveusement. Ok, je me calme. Il semble en effet à nouveau maître de lui-même. Il me suit silencieusement, mais je me sens toute petite face à l'énorme fureur qui se dégage de lui. On atteint bien trop vite la porte de la suite de Monsieur le Duc. Je frappe, puis fais mine de reculer, mais la porte s'ouvre vivement et je me retrouve face au vieux monsieur dont le regard se durcit quand il aperçoit son petit-fils. Tiens donc, la faim a fait sortir le loup de sa tanière. La faim? La fureur de Nicolas de Madière semble à son paroxysme. Je recule encore dans l'espoir de m'éclipser, mais je bute dans le pied du petit-fils du duc et tombe à la renverse, l'arrière de ma tête percutant avec fracas un objet dur. J'ai dû être sonné quelques minutes car, quand je reviens à moi, je suis couché sur quelque chose de confortable. Je n'arrive pas à ouvrir les yeux et une douleur fulgurante pulse à l'arrière de ma tête. J'entends le duc et son petit-fils parler. Il faut appeler le docteur tout de suite, elle perd beaucoup de sang. Ah, merci, le petit-fils de Monsieur le Duc. Faites vite, s'il vous plaît. C'est le docteur Bézi qui est avec nous cette nuit. Elle est adorable. Après les sclandres que tu as dû faire en bas, est-ce que tu te rends compte de la position dans laquelle tu te retrouverais? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, le vieux duc? Elle est tombée toute seule. Et qui peut le prouver? Eh bien, toi? Sa voix prend les teintes de l'ahurissement. Tu ne me ferais quand même pas un coup pareil. Nicolas Albert Charles, ressaisis-toi s'il te plaît. Cette fille ne peut pas mourir dans ma suite, ce serait du plus mauvais effet pour nous. Il faut qu'on la déplace. Officiellement, elle t'a conduit à ma suite, puis s'est éclipsée. On est au courant de rien, on était trop occupés à se réconcilier. Non mais j'hallucine! Je m'occuperai plus jamais de ce vieil hypocrite. C'est complètement ridicule. Il doit bien y avoir une infirmerie ici, et des médecins. J'ai l'impression de flotter, comme si je m'envolais. Je crois que je vais à nouveau m'évanouir. Je sens une main me saisir le poignet. Je crois que c'est un peu trop tard pour ça. Je ne sens plus son pouls.
Est-ce qu'il le fait exprès? Ce vieillard n'est même pas capable de prendre un pouls correctement. Je sens une autre main, plus douce, qui saisit mon poignet, puis qui s'insinue dans mon cou. Apparemment, il n'est pas plus doué que son grand-père avec la prise de pouls, parce qu'il s'exclame, paniqué. Oh putain! Fils, tu dois la sortir d'ici tout de suite. Et pour l'amener où? Je sais pas, mais là dans ton coffre. Dans mon coffre? T'es sérieux? Je suis même pas sûr qu'elle y entre. Et tu crois vraiment que personne ne va me voir passer avec elle dans les bras? Je sais pas, on peut la mettre dans mon sac de golf. Je retire tous les clubs. Menue comme elle est, je suis sûr qu'elle devrait rentrer. Mais grand-père, t'es pas sérieux? Je suis on ne peut plus sérieux. Il est hors de question que tu caches ton avenir pour une fille. La lettre, je l'avoue, c'était n'importe quoi. J'essayais juste de te titiller dans l'espoir de te voir appliquer. Ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Parce que chaque fois qu'on se voit, tu ne fais que de me critiquer. Pour t'aider à t'améliorer. Ah ouais, vraiment. Bon, ok. La voix se radoucit. Je suis souvent un peu maladroit. Mais je tiens à toi. Tu es mon petit-fils et mon seul héritier. Et je veux ton bonheur. Surtout pas te voir en prison à la suite d'un regrettable accident. L'accident est toujours en vie et il essaie de cligner des yeux. S'il vous plaît, regardez-moi. J'entends le bruit caractéristique d'objets qu'on jette sur le sol. Ils vont vraiment me mettre dans un sac de golf? De nouveaux bras me manipulent. Je sens la terreur me glacer le sang. Elle est vivante? Mais non, mais si, j'ai vu ses paupières bouger. Crois-tu qu'elle nous a entendus? Grand-père, je ne mettrai pas une jeune femme vivante dans le coffre de ma voiture. Elle pourrait nous faire chanter. Je lui offrirai une somme qu'elle ne pourra pas refuser. Et elle devra signer un contrat de non-divulgation. Mais dans quel monde j'ai atterri? Je sens que Nicolas me prend dans ses bras. Et je suis rassurée lorsque je comprends qu'il a l'intention de m'amener voir le médecin. Mais alors que je le sens s'engager vers la sortie, on frappe à la porte. Il se fige. Va te cacher dans la chambre. Chuchote le vieux duc. Je vais jeter quelque chose sur le canapé pour ne pas qu'on voie le sang. Je sens que Nicolas se retire dans la chambre. « Monsieur le duc, comment allez-vous » C'est la voix de Sarah. « Bien, merci. »« Est-ce que tout s'est bien passé avec votre petit-fils » ?»« Évidemment, nous sommes en train de boire un cognac. Que nous voulez-vous ?»« Oh, je voulais juste vous prévenir que nous allons bientôt servir la collation. Votre petit-fils est bien évidemment invité. »« Parfait, nous descendrons bientôt. »« Monsieur le duc » J'entends l'empressement dans sa voix. « Nous ne trouvons plus Gladys. L'auriez-vous vue ?»« Bien évidemment. C'est elle qui a conduit mon petit-fils à ma suite. » La porte claque. Je crois que je suis finie. Nicolas me serre contre lui. « Pourquoi tu ne lui as pas demandé de l'aide? Sérieusement, on aurait eu l'air de quoi avec cette pauvre fille ensanglantée dans tes bras? Alors on fait quoi? On n'a qu'à l'enfermer dans la salle de bain et on descend à la réception. Tout le monde doit voir qu'on se comporte normalement. » Ok. Descends en premier, je te rejoins. Je dois changer de chemise. Alors voilà, c'est le moment où deux psychopathes vont me laisser me vider de mon sang dans une salle de bain. Je me sens redéposée avec douceur sur le canapé cependant. Je lutte pour rester consciente, mais j'ai l'impression de plus en plus nette de flotter dans un océan flouté. J'entends la porte claquer de nouveau, puis la voix de Nicolas, puis le noir. C'est avec beaucoup de contrariété que je suis réveillée par quelqu'un qui me manipule pourtant avec beaucoup de précaution. Vous êtes sûr qu'elle va bien? Oui. C'est toujours impressionnant lorsqu'on se blesse à la tête, ça saigne beaucoup, mais elle va bien. Je vais la prendre en charge. C'est la voix du docteur Bézille. S'il vous plaît, cette histoire doit absolument rester secrète. Mon grand-père n'accepte pas cette relation, d'où ma colère tout à l'heure. La pauvre a voulu s'interposer entre nous, elle est tombée... Sa voix se brise et je sens sa main se poser sur mon ventre. Je rêve ou? Ce mec est plutôt bon comédien. Il a osé nous inventer une relation. Si j'étais pas à moitié dans les vapes, j'en rougirais. Ne vous inquiétez pas, ça restera entre nous. Elle est beaucoup moins bonne comédienne, j'y crois pas une seconde. Mais j'ai besoin de votre aide pour l'emmener à l'infirmerie. Alors qu'il me prend à nouveau dans ses bras, je me sens partir. À mon réveil, je suis surprise de trouver le duc et son petit-fils à mon chevet. Les événements qui m'ont conduite ici me reviennent en mémoire et je ne peux m'empêcher d'avoir un mouvement de recul.
Gladys, comment allez-vous? Que répondre à cette question? Mon regard glisse de l'un à l'autre, suspicieux. Le docteur Bézi assure que vous allez bien. Vous avez juste été un peu sonné. Je continue de les observer sur la défensive. En vous regardant sur ce lit, je me suis aperçu que ma réaction de tout à l'heure avait été un peu excessive. Il me gratifie d'un regard appuyé et je vois que le personnel de l'infirmerie est particulièrement concentré sur son travail, ce qui signifie qu'il ne perd pas une miette de notre échange. J'ai donc décidé de reconsidérer ma décision concernant votre relation avec mon petit-fils. Je deviens rouge comme une pivoine et fixe mon regard sur mes mains, crispé sur le drap qui me recouvre. Je me rends compte que j'ai toujours ma robe de Mère Noël. C'est la situation la plus ridicule que j'ai jamais eu à vivre. C'est une merveilleuse nouvelle, n'est-ce pas? Nicolas de Madière me prend la main et la serre. Son regard m'implore de jouer le jeu. C'est tellement inattendu. Ma voix sonne un peu faux, mais les deux hommes ont l'air rassurés. Je serre un peu plus fort la main de Nicolas, souris et susurre. Je serai vraiment heureuse de faire partie de votre famille. Les deux hommes me lancent un regard interloqué, presque choqué. Je poursuis. Je suis un peu triste de quitter cet endroit, mais j'imagine que la fiancée de votre petit-fils ne peut pas continuer de travailler comme aide-soignante dans votre résidence. Le vieux duc blêmit et son petit-fils tressaille. Je jubile intérieurement du petit tour que je leur joue. Je suis une femme indépendante et fière, mais j'ai aussi beaucoup de rêves à réaliser. Quelque chose me dit que ces deux-là seront ravis de m'aider en les exaucant. C'est Noël après tout. Oh, holy night, the stars are brightly shining. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine histoire de ma petite fabrique à histoire. En attendant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël. À la semaine prochaine!